Ce que ça veut dire, c'est que M. Caillé il a donc participé à l'ouverture des marchés et le Québec est devenu une espèce de gestionnaire de la pointe aux États-Unis avec ses réservoirs. On peut vendre, nous, on stocke notre énergie puis on peut la vendre comme on veut, au moment où on veut. Et donc, c'est ce qui a permis, donc, et c'est la politique actuelle, c'est de développer beaucoup de barrages, principalement, pour l'exportation. On va revenir sur ce graphique-là. Donc, ça, c'est l'année 2009. Et vous voyez, on va augmenter de beaucoup les surplus. Ça, c'est les surplus qu'on avait liés au barrage de la baie James, mais ça a été affaissé rapidement à cause de la croissance de la demande. Premier constat, lorsqu'on considère l'implantation d'un grand parc d'éolien, on va considérer la qualité du vent, la caractéristique de la demande locale, c'est-à-dire si en Gaspésie, il n'y a pas de demande, à la baie James, il n'y en a pas non plus. Par contre, si on le faisait à Montréal, évidemment, ça a un grand intérêt. La disponibilité de lignes de transport, la capacité d'échange avec les Américains, parce qu'en période de pointe, on peut racheter d'eux autres, parce que les demandes sont complémentaires. Et est-ce qu'on a un système hydraulique ou thermique? Lorsque j'ai fait des simulations aux États-Unis, c'est des systèmes thermiques, donc ce n'est pas les mêmes caractéristiques de gestion. Donc, nous, on a un système hydraulique, grand avantage. Autre facteur qu'il faut considérer, c'est que c'est système spécifique. Ça veut dire que même si on a un réseau hydraulique, ça se peut qu'il ne soit pas bon, notre réseau hydraulique, qu'il ne soit pas adapté. Là, celui du Québec, il est particulièrement adapté parce que flexible, dans le sens qu'on a beaucoup de lignes d'échange avec les Américains et on a plusieurs grandes lignes de transport qui viennent de la baie James. Et bon. Et d'autre part, ce qu'il faut considérer dans les simulations que j'ai faites, c'est qu'on a intérêt à disperser les éoliennes sur le territoire. Si on les met toutes en Gaspésie, ça ne marche pas parce que vous comprendrez que quand ils vendent à Montréal, c'est le lendemain qu'ils vendent en Gaspésie. Donc, vous voyez, si on distribue nos éoliennes de façon statistique, ça va nous aider à mieux gérer les choses et à avoir une meilleure distribution des vents. Donc, voilà un petit peu je dirais, les critères qui sont à considérer lorsqu'on implante les éoliennes. Donc, tout ça étant dit, on a intérêt donc à les mettre. Quand j'ai fait des simulations, j'en mettais en Gaspésie, j'en mettais à la baie James, j'en mettais un peu partout. Donc, point de vue technique, donc on a intérêt à en mettre un peu partout. Le cas des îles de la Madeleine, maintenant, parce que je suis aussi sur un comité où on examine l'implantation d'éoliennes là-bas. Autre question qui se pose, c'est une zone touristique très importante où il y a beaucoup où on voit partout. Hein? Donc, ce n'est pas tout de dire on va implanter des éoliennes. Donc, actuellement, ce qui est prévu, c'est de mettre six grandes éoliennes près de l'aéroport. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Alors que les centrales thermiques, ils sont sur l'île principale. Donc, la question qu'il y a, c'est pas tellement de mettre des éoliennes près de l'aéroport, ça ne paraîtra pas beaucoup. Le problème, c'est de construire une ligne de transport vers la centrale thermique. Et là, ce qu'on négocie avec Hydro-Québec, c'est d'avoir une ligne enfouie. Ça va coûter plus cher, mais bon. Oui, donc, la communauté est prête à participer à ça. La communauté a fait plusieurs sondages. Ils veulent être partie prenante, mais ils veulent aussi négocier des choses comme les lignes de transport. Donc, éolien, encore une fois, ça demande beaucoup de participation locale et d'acceptabilité sociale localement. Suite des choses après 2015, donc, selon la stratégie énergétique du Québec, qui a été publiée en 2006, donc, il y a actuellement, ce qui est prévu, c'est 10 % de la capacité du réseau va être en éolien. C'est 4 000 MW. Donc, ça, c'est moi qui ai fait la recommandation comme expert lorsqu'on m'a invité, et ça a été adopté. Mais il n'y a pas d'autre chose de prévu dans le plan stratégique. C'est 4 000 MW d'ici 2015, quelques pinottes ensuite, mais très peu. Ce qu'il y a de prévu dans le plan stratégique de 2006, par contre, c'est qu'il y a 4 500 MW qui vont être construits entre 2015 et 2025 d'hydraulique. Donc, il y a déjà la Romaine qui a été acceptée, c'est 1 500 MW. Après ça, ce sera Petit Macatina. Et il y a un autre projet du genre qui est aussi prévu par la suite. Et dans le plan Nord, on prévoit aussi 3 000 MW d'hydraulique. Mais il n'y a rien de prévu pour l'éolien. Donc, c'est vraiment une politique axée sur l'hydraulique pour la suite des choses. Et il y a actuellement une équipe spéciale supportée par Nathalie Normando pour étudier les petites renouvelables au niveau du consommateur. Mais ça, évidemment, ça n'aura pas autant d'impact, loin d'avoir l'impact de ce genre de choses-là. Autre chose à considérer, c'est lorsqu'on examine donc l'évolution de l'offre, c'est l'évolution de la demande d'électricité. Donc, vous voyez que, ça c'est 1960
à 2010-2009 et la projection de la demande jusqu'en 2025, on voit qu'il y a une saturation de la demande électrique au Québec, pour la raison très simple que c'est lié au contexte démographique essentiellement. Et donc, on ne peut plus penser comme avant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus construire un barrage comme la baie James et dire que ça va être absorbé par la suite. Lorsqu'on fait des constructions d'équipements, il faut voir que ça sera très peu absorbé si on ne développe pas de nouveaux marchés internes. Et donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que ce qu'on construit pour après 2015, c'est beaucoup pour l'exportation. Et la preuve est là. C'est que si on fait un bilan donc, de la demande d'électricité et de ce qui va se construire en hydraulique après 2015, on voit qu'on s'oriente vers des surplus de plus en plus importants au Québec. Donc, on a vendu pour 3,6 TWh net en 2005, mais en 2025, on se ramasserait à 50 TWh. Donc ça, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Essentiellement hydraulique. Donc, grande question, est-ce que les Américains sont prêts à nous acheter tout ça? Donc, il y a un grand risque, parce que s'ils décident de dire on n'achète plus, il y a un problème. Et donc, ça, c'est, vu autrement, c'est tout simplement les surplus mis dans un graphique qu'on avait vu dans la première acétate, dans une des premières acétates. Donc, vous voyez, contexte très différent, historique, c'était on construit quelque chose pour le faire absorber par la suite pour la demande locale, alors que maintenant, c'est une construction essentiellement pour de l'exportation. L'éolien ne représentera jamais plus que 4,5 % de l'énergie produite au Québec, alors qu'ailleurs, on veut du 20 % d'ici 20 ans. Grande question, pourquoi on a mis des quotas sur l'hydraulique? J'ai toujours défendu l'hydraulique, mais la question, c'est est-ce qu'on compare de façon équitable les filières? Parce que, moi, je dirais que pour la romaine, le coût du kilowattheure était semblable à l'éolien. Maintenant, il y a une question de dire acceptabilité sociale. Est-ce que les gens voulaient de l'éolien ou de l'hydraulique? Bon, il y avait beaucoup de contestations pour la romaine. Maintenant, pour les nouveaux barrages, moi, je pense que l'éolien va être moins cher que l'hydraulique. Mais il y a une politique fixe, c'est de dire on construit absolument de l'hydraulique par la suite. Et ce que ça veut dire, compte tenu de la demande électrique du Québec, ça veut dire que d'ici 2035, on n'a plus besoin d'éolien. On n'a plus besoin d'en construire une seule. Et donc, tout ce qu'on a voulu construire en termes de politique industrielle en Gaspésie, bien, ça vient de tomber à toute fin pratique parce qu'on a démarré des usines, démarré des industries de services, et ces usines-là, ces entreprises-là, maintenant, doivent se tourner beaucoup vers l'international, et le marché interne ne les supportera plus. C'est déjà commencé, d'ailleurs, pour l'évolution des choses. Donc, première chose à dire, c'est de dire, oui, mais il faudrait que dans la politique du Québec, il y ait une politique équitable des filières. Et deuxième chose, c'est de dire, mais compte tenu des risques associés à l'exportation, il faudrait qu'il y ait, il faudrait qu'on développe des nouveaux marchés internes. Donc, par exemple, transport, par exemple, substituer le pétrole dans le marché résidentiel, développer des nouvelles technologies dans le secteur industriel. Et ça, c'est ma conclusion. Donc, c'est de dire, bon, je pense que Patrick va continuer avec le rapport du RNCREC, mais aussi avec le rapport d'Équiterre, c'est qu'il y a actuellement un mouvement pour dire ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir une politique commune pour se débarrasser du pétrole, ce qui permet d'électrifier plus la province, mais aussi ça permet de faire pénétrer d'autres sources d'énergie comme la biomasse, ainsi de suite. Donc, d'avoir des politiques qui sont plus axées sur l'autosuffisance pétrolière. Donc, je vous invite fortement à lire ces rapports-là, et c'est certainement ma conclusion, c'est de dire que compte tenu de ce qui s'en vient, compte tenu de nos surplus, on aurait intérêt à avoir une politique d'autosuffisance pétrolière à terme. Merci.